Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Euh, Bonjour tout le monde dans ce webinaire de 10 avril 2025 qui s'inscrit dans le cadre de l'hebdo de l'énergie positive. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'agrivoltaïsme cadre réglementaire, les barrières ou les défis ainsi que les opportunités. C'est pour cela qu'avec nous aujourd'hui, Monsieur Ramzi Jlaili, expert juriste et managing partner at RNG Advisory. Donc, comme on a dit dans un premier webinaire diffusé le 13 mars 2025, et il est toujours enregistré sur la page de la ANAME pour ceux qui veulent le consulter. Donc, on a parlé dans ce webinaire dans un premier contact avec l'agrivoltaïsme, avec l'experte agronomique Madame Amel Belmrad, sur l'expérience des pays développés par rapport à cette thématique, l'historique et les différentes configurations comme les centrales au sol, les systèmes sur les V fixes et mobiles, les manuels de procédure ou les exigences émis par chaque pays pour promouvoir l'agri-PV, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, ainsi qu'on a présenté l'état des lieux, c'est-à-dire où est-ce qu'on est par rapport à cette définition, quelles sont les cultures qui peuvent être bénéficier d'un système agri-PV en Tunisie. Et enfin, on a abordé le potentiel qui peut être enregistré comme un potentiel brut, potentiel technique et potentiel technico-économique qui nous aide enfin à atteindre les objectifs de la stratégie nationale de la transition énergétique. Si on aura un cadre juridiquement bien clair et supporte la généralisation de concepts de l'agri-PV en Tunisie. Sans trop tarder, donc, si Ramzi est avec nous aujourd'hui, s'il va nous expliquer qu'est-ce qu'on a comme matière juridique autour de ce concept-là, de point de vue agricole et énergétique, ainsi que les recommandations nécessaires. Fadal, si Ramzi. Merci, c'est Mohamed. Bonjour tout le monde. Je suis honoré d'animer, d'être un speaker au niveau de ce webinaire. Le sujet, il est très intéressant. Si Ramzi, حل الميكروب ماناش نسمع فيك. Oui. فيكسي رمزي جوست كالعادة خلي الميكرو أي نسمع فيه. Okay. Je suis très honoré de participer à ce webinaire en tant que speaker. Le webinaire, il est très intéressant, le sujet, compte tenu du fait que cette nouvelle filière, elle est intéressante, elle est une activité qui rentre en tant qu'activité complémentaire pour l'activité agricole. Au niveau de ce webinaire, on va partager avec vous une première intervention au niveau des états des lieux et cadre réglementaire de l'usage des terres agricoles en Tunisie. Une deuxième intervention sur un état des lieux et cadre réglementaire du secteur des énergies renouvelables en Tunisie. Et en clôture avec une session de recommandations. Recommandations des activités et recommandations au niveau réglementaire pour booster cette nouvelle filière économique. Alors, la première partie, c'est un état des lieux et cadre réglementaire de l'usage des terres agricoles
en Tunisie. Il y a une spécificité, une particularité de la réglementation qui régit les terres agricoles d'une manière générale en Tunisie. Pourquoi? Parce que l'organisation foncière en Tunisie a vu ses premiers textes adoptés à la fin du 19e siècle et il y a eu une évolution durant le 20e siècle avec toutes les évolutions politiques et sociales qu'a connues la Tunisie nouvelle. Et compte tenu de ces faits, hein, le législateur tunisien il a accordé une protection particulière pour les terrains agricoles en Tunisie. Cette protection particulière consiste dans un premier temps dans la classification des catégories de terrains. Hein, et dans ce cadre-là, le législateur il est intervenu en force, il a bien réglementé cette matière-là. Et dans un deuxième cadre, dans une deuxième étape, le législateur il a doté chaque catégorie de terrain d'un régime juridique spécifique. Au niveau de cette première introduction, on constate que le législateur tunisien il a adopté un principe général qui est un principe protecteur. Et au niveau de ce principe, le législateur tunisien considère comme tout terrain dans le pays appartient au domaine public, c'est-à-dire il appartient à l'État, sauf exception dans le cadre de propriété privée. C'est-à-dire que tout ce qui existe sur le territoire, c'est l'État qui est propriétaire, l'exception, quelqu'un qui a un titre de propriété privée ou un cadre réglementaire un peu spécifique pour prouver sa propriété. Ça, c'est la philosophie générale, la philosophie générale qui a été adoptée par le législateur tunisien. Au niveau de cette présentation, on va vous préciser un peu la typologie des terrains en Tunisie. D'une manière générale, on peut distinguer entre les terrains qui appartiennent à l'État, les terrains qui appartiennent aux collectivités locales, les terres collectives et les terrains privés. Ce sont principalement les 4 axes de classement de terrain. Au niveau des terrains qui appartiennent à l'État, on a toujours les terrains qui rentrent dans le cadre du domaine public de l'État et les terrains qui rentrent dans le cadre du domaine privé de l'État. Même chose, même classification pour les collectivités locales. Il y a des terrains qui rentrent dans le domaine public des collectivités locales. Il y a des terrains qui rentrent dans le cadre du domaine privé des collectivités locales. Après, on a les terres collectives. Ce sont les terres qui appartiennent au Larouche. On va discuter après et clarifier un peu le régime juridique. Et il y a les terrains qui reviennent aux privés, aux particuliers, soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Alors, on va commencer la présentation par les terres collectives. Pourquoi? Parce qu'au niveau des terres collectives, il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme pour le développement de l'agrivoltaïsme dans le pays. Et il y a une particularité. Il y a une particularité du cadre réglementaire qui régit les terres collectives. Alors, le cadre légal, les terres collectives sont régies par une multitude de textes anciens et de textes nouveaux. Principalement, on va signaler la loi 64-28 du 4 juin 1964 qui fixe le régime des terres collectives. On a un texte plus ou moins récent de 2016 qui a modifié l'ancienne loi. Il y a également
des décrets qui ont été adoptés en 1988, hein, et le décret gouvernemental de 2017 qui a bien expliqué les prérogatives des structures qui gèrent ces terres collectives. L'observation d'ordre général, c'est qu'il y a un intérêt au niveau des pouvoirs publics de l'État de bien réglementer cette richesse, hein, et ce potentiel. Et c'est pour cette raison que nous avons constaté cette évolution et cette multitude de textes juridiques. Sur un plan pragmatique et concret, où se trouvent ces terres collectives? Essentiellement, ces terres collectives se trouvent dans la région du sud du pays. Hein. On ne trouve pas des terres collectives au niveau de la partie nord du pays. Au centre, oui, mais principalement, l'existence de ce potentiel, c'est dans le sud. Qui sont les propriétaires ou les ayants droit? Alors, les terres collectives, historiquement, ils appartiennent à des groupes de population, l'Arouche ou les tribus dans le sud, et qui ont une jouissance indivise, une jouissance collective de ces terres-là. Et actuellement, ces Arouche, ils sont représentés par des conseils de gestion. Hein, ce sont des structures qui sont prévues par la loi et qui ont la capacité et les prérogatives de gérer ces terres collectives. Mais les conseils de gestion ne sont pas à eux seuls les structures intervenantes. On a des conseils de tutelle au niveau de la région, hein, et on a une intervention également de l'autorité de l'État qui est représentée par le gouverneur de la région. Alors, ce potentiel foncier, il est géré sur la région, il est géré au niveau décentralisé par la population, mais toujours sous la tutelle de l'autorité administrative régionale qui est le gouverneur. Quelles sont les contraintes? Quelles sont les contraintes quant à l'utilisation de ces terres collectives au niveau de notre nouvelle filière, la filière l'agrivoltaïsme? Alors, on a une première contrainte qui a été constatée, c'est l'assainissement juridique de ces terrains. L'assainissement, la réglementation tunisienne a prévu des délais pour que les conseils de gestion finalisent leur travail d'assainissement juridique de ces parcelles de terrain, d'identifier les ayants droit, de lister toutes les personnes appartenant au Arouche nominativement, hein, qui ont un droit sur ces terres-là. Malheureusement, ce travail qui est un travail consistant, un travail épineux, n'a pas été achevé dans les délais qui ont été fixés par le législateur. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où plusieurs conseils de gestion n'ont pas finalisé ces travaux et on se trouve dans un vide juridique. Également, il y a la situation de les membres des conseils de gestion, les membres qui sont élus avec désignation d'un président et des structures. Malheureusement, on a constaté que dans certaines régions, hein, ces conseils n'ont pas été actualisés, ou bien les membres n'ont pas été élus, ou bien il y a des personnes qui ont été désignées depuis des années, alors qu'il faudrait actualiser la composition de ces
conseil de gestion. Plus encore, il y a les litiges qui concernent la délimitation géographique ou les frontières entre la Rouche pour certaines parcelles de terrain. Et toutes ces contraintes-là, qui sont constatées, constituent une contrainte pour la mise en place de l'agrivoltaïsme, parce que la discussion sur la personne ou l'entité qui a un pouvoir sur ces terrains-là risque de bloquer la réalisation de ces projets. Alors, la conséquence de la situation de gel actuellement, c'est que la gestion de ces terrains qui n'ont pas été, la gestion qui n'a pas été achevée dans les délais revient au gouverneur et revient également pour le tribunal foncier de la région pour l'assainissement. Ceci dit, cette situation, elle est là, des terres collectives, et espérons que, au niveau des recommandations, qu'il y a des actions pour l'assainissement de ce potentiel foncier pour qu'il participe dans le développement de la nouvelle filière. Deuxième partie dans le volet foncier, elle sera consacrée sur le cadre juridique applicable aux terres agricoles. C'est un deuxième potentiel pour l'agrivoltaïsme dans le pays, et ce cadre réglementaire doit être analysé pour constater dans quelle mesure on peut utiliser ces terres agricoles pour la réalisation de ces projets agrivoltaïques. Le cadre légal qui régit les terres agricoles, c'est la loi numéro 83-87 du 11 novembre relative à la protection des terres agricoles. C'est le texte de base. Il y a d'autres textes d'application, mais on s'est limité à ce texte qui est la force motrice et qui est le texte dynamique qui attire l'attention. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce texte-là, de la loi de 83 à 87, le législateur a donné une classification des terres agricoles. Et cette classification a donné comme résultat que les terres agricoles en Tunisie sont classées soit parmi des zones d'interdiction, soit parmi les zones de sauvegarde, soit parmi les autres zones agricoles. Pourquoi? Parce que chacune de ces catégories est régie par un cadre réglementaire et des contraintes particulières. Commençons par les zones d'interdiction. Les zones d'interdiction, ce sont des terrains, des parcelles de terrain qui sont destinés à demeurer comme telles, destinés pour la production agricole et pour la satisfaction de notre sécurité alimentaire dans le pays. Ces zones d'interdiction, on trouve les périmètres publics irrigués, les terres forestières relevant du domaine forestier de l'État et les terres soumises au régime forestier. Quelle est la protection accordée à cette catégorie de terrain? Ce qu'on peut signaler, c'est qu'il y a un régime contraignant et une protection excessive de la part de la loi. Pourquoi? Parce que ces terrains sont destinés uniquement pour la production agricole, et il y a une interdiction d'utiliser ces terrains dans le cadre de projets industriels ou d'utiliser même des parcelles, des parties de ces terrains pour la production d'électricité. La seule condition, c'est le changement de la vocation de la zone, et ce changement de la vocation de la zone ne peut intervenir que par une loi, ce qui est une opération quasi impossible. Ça, c'est les caractéristiques de la première catégorie des terres agricoles. La deuxième catégorie, c'est les zones de sauvegarde. Et les zones de sauvegarde, ce sont des zones également des terres qui sont à vocation agricole et qui sont protégées. Et ces zones de sauvegarde, dans la pratique,
sont fixés pour chaque gouvernorat par un décret qui précise leur délimitation. Aujourd'hui, le cadre réglementaire tunisien s'est un peu assoupli. Pourquoi? Parce que le décret-loi de 2022-68 a permis la réalisation de projets énergétiques de production d'électricité à partir des énergies renouvelables sur ces terrains qui appartiennent aux zones de sauvegarde sans passer par la procédure de changement d'affectation ou de changement de vocation. Ça, c'est une nouveauté et c'est une souplesse par rapport aux terrains qui appartiennent aux zones d'interdiction. Alors, pour les projets agrivoltaïques, il y a cette possibilité de s'intégrer et que les agriculteurs qui utilisent des terrains qui rentrent dans le cadre des zones de sauvegarde, d'implanter leurs projets agrovoltaïques dans les dix terrains. Le même régime juridique des terrains appartenant aux zones de sauvegarde, il est également applicable aux terrains considérés, entre guillemets, autres zones agricoles. C'est que le cadre réglementaire, il est souple et la possibilité d'implanter des projets agrovoltaïques est permise par la réglementation tunisienne. En conclusion, à cette première partie de l'intervention, on peut dire que les zones d'interdiction, il y a une impossibilité de réaliser des projets énergétiques. L'agrovoltaïsme, il est quasiment impossible de réaliser des projets dans ces zones-là, à l'exception des toitures, parce que les toitures des immeubles dans ces zones-là, on ne touche pas au terrain, mais ça reste une limitation ou une exception qui est limitée. Pour les zones de sauvegarde et les autres zones agricoles, l'agrivoltaïsme, il peut être développé et il n'y a pas de contraintes réelles pour le développement de la filière. On revient au terrain des terres collectives. Pour ce type de terrain, l'assainissement juridique et foncier, il est un préalable pour l'implémentation des projets agrovoltaïques dans ces terrains-là. Une observation d'ordre général, c'est que, en tout état de cause, et préalablement à la mise en place ou la réalisation d'un projet agrovoltaïque dans ces zones-là, un avis de non-objection qui est délivré par le ministre en charge de l'agriculture est requis. Et chaque investisseur ou bien chaque agriculteur qui a l'intention de réaliser son projet agrivoltaïque sur son terrain, il doit avoir cet avis de non-objection du ministre qui est en charge de l'agriculture. Je vois que la première partie de la présentation, on a balayé un peu les principaux points, les principales idées, contraintes, état des lieux, possibilités de réalisation et identification des problématiques. On switch maintenant à la deuxième partie de cette intervention qui est liée à l'état des lieux et le cadre réglementaire du secteur des énergies renouvelables en Tunisie. On ne va pas, dans ce cadre, parler de tout le cadre réglementaire des énergies renouvelables, mais on sera focalisé un peu sur le cadre des énergies renouvelables et principalement les dispositions qui intéressent les projets
agrivoltaïques. Alors, on peut commencer par le fait que le cadre réglementaire, il est régi par la loi de 2015, hein, la loi qui a permis la production de l'électricité à partir de sources renouvelables par les privés. C'est une loi qui est très importante. Elle favorise le développement des énergies renouvelables et elle met en place un cadre incitatif pour les opérateurs privés et publics pour qu'ils réalisent leurs projets énergie renouvelable. Une petite observation, la loi de 2015, elle ne s'adresse pas directement à la STEG. La STEG, elle reste régie par son cadre réglementaire spécifique, hein, de production d'électricité, mais la STEG, au niveau de la loi de 2015, elle joue un rôle d'acheteur, hein, de l'électricité produite. Elle joue également le rôle de transporteur de l'énergie et elle joue également un rôle au niveau des commissions d'approbation ou des cahiers des charges qui autorisent l'interconnexion de l'installation et d'énergie renouvelable au réseau de la STEC. Alors, on revient à la loi de 2005. D'une manière générale, cette loi-là, elle a traité de trois axes principaux. Premier axe, c'est comment satisfaire les besoins du marché local en énergie renouvelable. Et elle a identifié deux techniques, deux procédés qui sont la concession, le régime concession et le régime autorisation. Deuxième axe qui a été bien traité au niveau de la loi de 2015, c'est l'autoproduction. Comment satisfaire les besoins des autoconsommateurs, hein, en énergie électrique et comment encourager les autoconsommateurs à réaliser leurs projets. Et dans ce cadre-là, la loi a prévu le régime de l'autorisation. Puis il y a une évolution qui est spectaculaire et qui est saluée pour un régime qui est plus souple de liberté, mais pour des petites tailles de projets d'autoconsommation qui sont inférieures à 1 MW. Le troisième axe qui a été traité au niveau de la loi de 2015, c'est l'exportation de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables. Et la technique qui a été retenue, c'était le régime de la concession. Au niveau de ce tableau-là, on a fait un peu un récap, hein, de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables en Tunisie actuellement. On a la STEG. La STEG, elle est un producteur, hein, d'électricité issue de sources renouvelables. La STEG, actuellement, elle a deux parcs éoliens, elle a également un parc ou deux parcs également solaires. Et la technique utilisée par la STEG, ce sont des centrales STEG, ce sont des centrales qui ont été construites à partir des appels d'offres qui ont été lancés dans le cadre de la loi régissant, le décret-loi de 62 régissant la STEG et avec des contrats de construction et avec des contrats de maintenance à long terme. Deuxième producteur d'électricité à partir des énergies renouvelables, sur le plan théorique, on a le process de la concession, hein, qui est issu à l'appel à la concurrence. On a le process de l'autorisation avec la fixation d'un feed-in tarif et on a le process des autoproducteurs, hein, et ce sont les consommateurs de l'énergie électrique qui réalisent leurs projets propres pour satisfaire en partie leurs besoins et avec la possibilité de vendre l'excédent d'électricité à la STEG à concurrence de 30%. Ça, c'est le cadre actuel, c'est un cadre général. Dans ce cadre-là, l'agrivoltaïsme, il s'inscrit, mais
il s'inscrit particulièrement, non pas au niveau de la concession qui traite de projets qui sont solaires, qui sont supérieurs à 10 MW et l'éolien qui sont supérieurs à 30 MW, ce sont des grands projets. L'agrivoltaïsme ne s'inscrit pas sous le régime de l'autorisation, parce que c'est un régime qui est naturellement destiné à une vente directe à la STEC. On a vu que l'agrivoltaïsme peut actuellement, et avec les mécanismes qui sont mis en place actuellement, s'inscrire dans le régime de l'autoproduction. Ça n'exclut pas une évolution, mais au niveau du cadre actuel et le diagnostic de l'état des lieux, l'agrivoltaïsme, il se combine parfaitement avec le régime autoproduction. Alors, le régime d'autoproduction, c'est le régime qui est le plus proche à l'agrivoltaïsme. Actuellement, au niveau de régime de l'autoproduction, on a le régime qui s'applique aux autoproducteurs qui sont raccordés au réseau basse tension. C'est un régime qui est bien explicité par la loi de 2015 et ses textes d'application. Dans ce cadre de ce régime, l'autoproducteur il bénéficie de droits de vente de l'excédent à la STEG, le vente entre guillemets, parce que c'est un acte de vente sans droit de facturation. C'est un système de net metering. Deuxième condition pour ce régime d'autoproduction basse tension, c'est que la puissance électrique installée par l'autoproducteur ne doit pas dépasser la puissance souscrite auprès de la STEC. Et au niveau de l'excédent, il n'y a pas de facturation, il n'y a pas de vente réelle, il n'y a pas de flux d'argent entre l'autoproducteur basse tension et la STEC, mais il y a un bilan annuel et le cas échéant, s'il y a un crédit, s'il y a des quantités qui ont été injectées sur le réseau non consommées, il y a un report de ces quantités pour être utilisées l'année prochaine. Ça, c'est le cadre actuel de l'autoproduction au niveau du régime basse tension. Il y a également l'autoproduction avec raccordement des installations au réseau haute tension et moyenne tension. Ça, c'est un régime qui est plus intéressant. Pourquoi plus intéressant? Le régime, on rappelle qu'il est ouvert à toutes les collectivités locales, les établissements publics ou privés qui opèrent dans le secteur industrie tertiaire et agriculture. Ici, la loi, elle était plus explicite. Deuxième caractéristique, la puissance électrique installée par l'autoproducteur, il n'y a pas cette obligation qu'elle doit être limitée à la puissance souscrite auprès de la STEC. Et la troisième caractéristique de ce régime-là, c'est que l'autoproducteur il a le droit de transport de l'électricité produite à travers le réseau de la STEC, dans le cas où le site de production il est différent par rapport au site de consommation. Et également, il y a un droit de vente de l'excédent qui est garanti par la loi, et l'autoproducteur il est en droit de vendre l'excédent à concurrence de 30% de l'électricité produite annuellement. Et contrairement au régime basse tension, ici, l'autoproducteur il a le droit de vendre et de facturer, le cas échéant, les quantités d'énergie excédentaire, et il y a un prix qui est défini, par la loi. Il y a un autre régime au niveau de l'autoproduction qui est un peu particulier, qui permet la création d'une société de projet
et il est connu sous le régime de la SPV. Hein. La SPV, c'est une société de projet, c'est une société qui est constituée, hein, et la loi autorise la constitution de cette société pour produire l'électricité. Son activité, c'est la production d'électricité. Dans les deux cas qui ont été cités avant, l'autoproduction basse tension et l'autoproduction moyenne tension et haute tension, on ne parle pas de société de projet, on parle de l'autoproducteur lui-même. Ici, la nouveauté de la loi, c'est qu'il y a cette possibilité de créer une société de projet. Son objet social, c'est la production et la vente de l'électricité. Cette société-là, elle est permise d'être créée par qui? Par les autoconsommateurs et par un développeur de projet qui n'est pas un autoconsommateur. Dans notre cas de figure, dans le cadre des projets agrivoltaïques, des agriculteurs peuvent se réunir pour constituer une société de projet avec un développeur qui n'est pas un agriculteur, et il constitue cette société pour produire l'électricité et pour que cette société cède et elle vend l'électricité aux agriculteurs. Et dans ce cas-là, le prix doit être un prix inférieur à la STEG pour que le projet soit mis en place. Si le prix de vente il est supérieur au prix de vente de la STEG, il n'y a aucun intérêt à réaliser ce projet sous ce régime. Alors, cette société de projet, elle est constituée par les agriculteurs avec un développeur. La loi ne donne pas un taux ou bien un seuil de participation des autoproducteurs dans la SPV. Une seule action suffit. Hein, il n'y a pas une contrainte d'avoir une participation majoritaire. Cette société, une fois créée, elle réalise le projet et elle a le droit de bénéficier du transport de l'électricité produite vers les sites de consommation en utilisant le réseau de la STEC. Contrainte par rapport à ce régime. La réglementation actuelle, elle a exigé à ce que chacun des actionnaires de cette SPV doit avoir une puissance souscrite minimale de 1% auprès de la STEC. Ça, c'est une contrainte qui limite l'élargissement et l'utilisation de cette technique-là, et également les excédents qui ne sont pas vendus à la STEG, ils sont uniquement vendus qui ne sont pas vendus aux autoconsommateurs, seront vendus uniquement à la STEG à hauteur de 30% de leur production annuelle. La réglementation elle a bien fixé tous les mécanismes et les techniques tarifaires applicables au régime de l'autoproduction. Les tarifs de transport sont fixés, c'est 25 000 limes. Hein, si on utilise le réseau haute tension, on injecte et on utilise le réseau haute tension, c'est 39 000 limes si c'est injecté du réseau moyenne tension sur le réseau haute tension et 54 000 limes si l'installation injecte sur le réseau haute tension pour être transporté sur le réseau moyenne tension. Le tarif d'achat de la STEG, il est toujours fixé, il est de 80 000 litres pour le kilowattheure. Et le tarif de report, hein, pour les quantités non consommées, et qui sont, c'est comme un tarif de report ou de stockage de l'électricité sur le réseau de la STEG, il est fixé à 43 000 litres. Ça, c'est le cadre actuel. Dans quelle mesure ce cadre-là, il s'adapte bien au projet agrivoltaïque?
on va voir après, hein, c'est que le régime d'autoconsommation basse tension et moyenne tension ne fournit pas des revenus pour l'agriculteur, hein, dans le cadre où l'agriculteur dont le régime basse tension ne peut pas facturer, hein, l'excédent à la steak. Ça, c'est une contrainte. Et également, l'énergie qui est excédentaire, hein, qui va être vendue, hein, à la steak, elle reste toujours limitée à 30% et le prix, il est fixé à 80%. Ça, ce sont des contraintes parce qu'elles ne militent pas pour le développement de cette nouvelle filière. L'agriculteur, lorsqu'il réalise un projet agrivoltaïque, parmi les intentions, c'est d'avoir un revenu additionnel. Avec le régime basse tension, il n'a pas ce revenu additionnel, il n'aura que des crédits reportés, hein, d'énergie. Dans le cadre de la basse tension, l'agriculteur, s'il est connecté au réseau, il injecte, hein, sur le réseau basse tension, il sera toujours limité à une limitation de 30%, hein, de vente de l'excédent et un prix qui est déterminé à 80%. Donc, elle mesure ces dispositions actuelles vont encourager les agriculteurs. Ça sera l'objet de la dernière partie, hein, de cette intervention au niveau des recommandations réglementaires. Aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, c'est un concept nouveau. Au niveau de la réglementation tunisienne, on ne parle pas d'agrivoltaïsme. On ne donne pas un cadre spécifique pour cette nouvelle filière. Alors, première chose, il faudrait, hein, reconnaître l'agrivoltaïsme comme étant une nouvelle filière économique à développer. Parce que lorsqu'on reconnaît la nouvelle filière, on devrait penser après à mettre en place des outils pour le développement, hein, de cette nouvelle filière. Alors, première recommandation, c'est reconnaître la nouvelle filière et définir le concept. Et cette définition du concept, elle a un aspect technique et juridique. Parce que si on ne définit pas le concept, on se trouve dans un flou juridique et l'activité ne sera pas bien cadrée. Également, au niveau des recommandations, il faudrait penser à fixer les conditions requises pour bénéficier du régime de l'agri-PV. Lorsqu'on parle d'agriculteur, qu'est-ce qu'on entend par un agriculteur bénéficiant de ce régime? Il faut bien mettre en place des prérequis, des conditions et des règles objectives et précises pour permettre à toute structure de rentrer dans le cadre de cette nouvelle filière et bénéficier des avantages que cette nouvelle filière va accorder. Également, il y a le point qui est relatif aux conditions de raccordement, d'installation agri-PV au réseau. Actuellement, le cadre mis en place, il y a le cahier de charge de raccordement de réseau, hein, et toutes les parties prenantes ont bien travaillé sur ce document-là. Il faudrait également voir, le cas échéant, s'il y a une nécessité d'adapter, modifier ou de revoir ces cahiers des charges, hein, pour que ces cahiers de charges soient adaptés aux installations énergies renouvelables qui sont réalisées dans le cadre des projets agri-PV. Cette adaptation
pourrait prendre la forme soit d'une actualisation des cahiers de charges actuels, soit par l'adoption d'un cahier des charges spécifique agri-PV. Également, il faudrait bien réfléchir d'intégrer le développement de la composante agri-PV dans les cahiers de charges des SMVDA, les sociétés de développement agricole qui ont un cadre réglementaire bien précis, et il faudrait intégrer au niveau de cette réglementation et des cahiers de charges la composante énergie renouvelable agri-PV comme une composante essentielle du projet agricole, avec une obligation de ces sociétés de développement agricole de réaliser les projets, des projets agri-PV. Une autre recommandation, l'agrivoltaïsme, c'est un projet énergétique et un projet agricole. Parmi les recommandations, il faudrait mettre en place une coordination efficace entre les structures qui dépendent, les structures qui dépendent du ministère en charge de l'énergie. On parle de ANME, entre autres, et les structures qui dépendent également du ministère en charge de l'agriculture, APIA et autres structures, pour accompagner les agriculteurs dans la mise en place de leurs projets. Et ça, cette coordination, elle est nécessaire et requise pour qu'on met en place des structures adaptées pour des projets bien précis. À la fin, après les recommandations d'ordre général, on essaie de rentrer un peu dans le vif du sujet, et par exemple, pour développer le régime agri-PV avec l'autoproduction basse tension, pourquoi ne pas penser à mentionner clairement le droit de l'agriculteur de facturer à la STEG l'excédent de l'électricité non consommée. Actuellement, c'est un report de crédit. C'est un axe de réflexion qu'on peut présenter. Également, pourquoi ne pas penser à éliminer le seuil de la puissance souscrite par l'agriculteur auprès de la STEC comme limite de la puissance à installer. On sait très bien que les agriculteurs, en grande partie, ce sont des agriculteurs qui souscrivent des puissances installées qui sont petites de taille, et ça, c'est une contrainte pour l'optimisation de l'installation agrivoltaïque à mettre en place. Pour les projets autoproduction en moyenne tension, qui injectent l'électricité sur le réseau moyenne tension, une idée d'augmenter le seuil de 30%, c'est à voir, à discuter. Aujourd'hui, un autoproducteur ne peut vendre qu'à concurrence de 30% de l'énergie annuelle comme excédent. Pour un projet agrivoltaïque, pourquoi pas ne pas penser à 35 à 40%. Également, le prix qui est limité à 80 millim le kilowattheure, si on peut revoir une augmentation ou accorder aux agriculteurs un prix de vente de l'excédent supérieur, un prix qui est bonifié, mais qui reste toujours, qui prend en considération les intérêts de toutes les parties prenantes également, la STEC, parce que la STEC, c'est elle qui a l'obligation de racheter la totalité de l'excédent. En définitive, et ça c'est une réflexion qui sort un peu du régime de l'autoproduction, pourquoi pas, dans le cadre du régime de l'autorisation, qui est un régime destiné à une vente totale de l'électricité à la STEC, pourquoi ne pas prévoir, dans le cadre des appels à projets qui sont lancés par le ministère pour des projets autorisation,
les projets qui sont inférieurs à 1 mégawatt ou bien les projets qui sont entre 1 et 2 mégawatts, pourquoi ne pas prévoir certains projets qui seront consacrés ou bien affectés spécialement pour les agriculteurs, hein, afin d'encourager l'agri-PV et encourager les agriculteurs en Tunisie de rentrer dans cette nouvelle activité et de développer cette nouvelle filière. D'une manière générale, on a essayé au niveau de cette intervention de faire le tour de la table, le volet foncier, avec toutes les richesses au niveau du potentiel, avec tous les assouplissements qui ont été faits par le législateur pour encourager le développement de l'activité. Et il y a plusieurs points positifs. Le cadre actuel des énergies renouvelables et principalement l'autoproduction qui permet le développement de cette nouvelle filière moyennant quelques modifications et rectifications qui prennent en considération la spécificité de cette activité et également la nature de l'agriculteur tunisien, entre guillemets, hein, on doit l'encourager à diversifier son activité et à adopter l'agrivoltaïsme dans ses projets. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Si Mohamed Soltani pour le mot de clôture. Si Mohamed. Merci beaucoup, c'est très enrichissant. Comme vous avez expliqué aujourd'hui, toujours, on a des barrières juridiques, aussi des recommandations à suivre ou à discuter, donc point de vue agricole et énergétique. Comme on a défini l'agrivoltaïsme par une synergie entre l'agriculture et le photovoltaïque, il faut avoir aussi une telle synergie juridique pour mettre un manuel de procédure ou, comme vous avez dit, une cahier de charge tunisienne pour la promotion de cette filière. Donc l'agrivoltaïsme reste toujours une solution innovante face au changement climatique et les canicules qui ont dépassé les 40%, les 40 degrés, désolé, les 45 degrés, notamment en été, pour garder le minimum de notre sécurité alimentaire et qui a été menacé par un stress hydrique énorme à nos jours. Donc, pour clôturer, je viens à vous remercier et remercier aussi Ramzi pour cette intervention. Si vous avez aussi des commentaires ou des suggestions par rapport à cette filière, merci de laisser vos commentaires sous la vidéo ou les envoyer vos recommandations sur notre email boc@aname.nat.tn. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Merci à tous et merci pour votre attention et à très bientôt. Merci, c'est Ramzi.